Alors bonjour Roland Hérault. Bonjour Jean Robin. Voilà, vous venez de sortir un nouveau livre qui s'intitule, voilà vous l'avez là, La Grande Démolition. Alors, tout de suite, première question, pour que vous puissiez présenter ce livre, de quelle démolition s'agit-il et sommes-nous, selon vous, en démocratie ? Alors, il ne s'agit pas de la démolition de la démocratie, qui est tout de même un vaste sujet, il s'agit de la démolition de l'État et de la France. Le sous-titre, c'est « La France cassée par des réformes ». Maintenant, vous me demandez si nous sommes toujours en démocratie. Nous ne sommes plus du tout dans le même genre de démocratie qu'il y a 20 ans ou 30 ans ou 40 ans. Les critères et les repères ont complètement changé. J'ai fait l'été dernier une expérience qui a été très instructive pour moi. Je me suis présenté au Sénat, dans le département du Lot. Bon, je n'ai pas été élu parce que c'était difficile, mais j'ai rencontré 350 maires, plus les gens qui étaient avec eux, les adjoints. Dont les 2 tiers étaient à gauche d'ailleurs. Je puis vous dire qu'ils étaient tous d'accord sur tous les sujets. 2 ou 3 exceptions près. C'est tout à fait extraordinaire. Alors je peux vous donner. Par exemple, tous étaient hostiles à l'idée qu'il fallait faire disparaître les 36 000 communes. Tous sont favorables au maintien des services publics en milieu rural. Des services publics en général sont hostiles à la libéralisation des services publics et aux logiques qui sont derrière ça, aussi bien en ce qui concerne EDF, La Poste, France Télécom, etc. Ils sont tous hostiles aux nouvelles méthodes pédagogiques, enfin nouvelles depuis 40 ans, qui ont entraîné beaucoup de l'illettrisme dans l'éducation nationale et au recul de la discipline à l'école. Je me souviens avec émotion d'un vieux maire communiste qui avait été FTP, il avait 80 ans. Il m'a fait l'éloge de son instituteur qui distribuait des claques à tous ses élèves, et lui compris. Ils sont tous hostiles à l'idée de fusionner la police et la gendarmerie, qui est en cours. Ils ne sont pas très favorables au mariage homosexuel, c'est un autre sujet, mais enfin, il faut quand même aussi le dire. Ils sont tous hostiles à la réforme de la politique agricole commune qui a eu lieu en 1992. En tous les cas, les agriculteurs, les autres connaissent moins bien le sujet. Ils sont généralement critiques des logiques européennes et des logiques de mondialisation. Et il y a aussi un autre sujet qui les sensibilise beaucoup, c'est l'idée qu'il y a beaucoup d'abus dans l'assistanat. Ils ne veulent pas que les gens meurent de faim. Ils sont tout à fait d'accord pour qu'on les secours, que ceux qui n'ont aucune ressource ne soient pas dans la plus extrême, réduits à la plus dernière extrémité, mais ils considèrent qu'il y a beaucoup d'abus. Beaucoup d'abus. Et qu'il y a une immense frustration de la classe ouvrière à l'égard des gens qui sont assistés. Ça, c'est un phénomène qui traverse toute la société française et dont on ne se rend pas compte dans les élites, parce qu'on ne fait pas partie de la classe ouvrière. Bon, je pourrais continuer. J'imagine les classes moyennes aussi. Les classes moyennes aussi ressentent ça, et puis tous se trouvent qu'il y a trop d'impôts. Il faut ajouter ça, ce qui est intéressant quand vous savez que tous les candidats, les principaux candidats aujourd'hui, proposent tous d'augmenter les impôts. Et vous prenez un échantillon des gens qui dirigent ce pays. Alors pas les 50 ou 60 personnes, gens comme Jacques Attali, comme Alain Main, qui sont prêts à conseiller la droite, à conseiller la gauche, et qui se retrouvent dans des clubs bien connus, de la place de Paris, et qui se voient entre eux, qui ne se voient qu'entre eux d'ailleurs, la plupart. Je ne parle pas des parlementaires, parce que les parlementaires sont conscients de tout ça, mais ce n'est pas eux qui dirigent. Le programme de Sarkozy, c'est le rapport Attali. Le rapport Attali, ce n'est pas les parlementaires qui l'ont fait, c'est M. Attali. Et c'est quelques autres qui sont à peu près toujours les mêmes, que vous trouvez dans les conseils d'administration, que vous trouvez à la tête des fonds de banque, etc. Ils sont tous d'accord aussi, qu'ils soient de droite ou de gauche. Parce que dans ces clubs, vous avez des syndicalistes de CFDT, quelquefois de CGT. Mais ils sont tous d'accord sur le point de vue inverse et contraire, sur tous les sujets que nous avons vus, de celui qui est celui des gens de la base. Les gens de la base, en tous les cas, des maires, parce que les maires sont des gens réfléchis, moins influencés par les médias. Si vous faites des sondages, vous ne retrouvez pas ce décalage au même degré. Alors, il y a un immense problème. Il y a un immense problème dans ce pays. Enfin, on comprend, quand on a dit ça, que le clivage droite-gauche n'a plus
beaucoup de signification. Hein, je veux dire, alors je ne dis pas qu'il n'y en a plus du tout, mais on est... Il y a ceux qui sont dans ces logiques mondialistes, européennes, européistes aussi, il faut bien dire, hein, même si je ne suis pas contre l'idée d'une coopération des pays d'Europe. Je pense qu'il y a une mécanique technocratique impitoyable, on la voit en Grèce aujourd'hui. Alors ces gens-là, ils se disent du centre, centre-droit, centre-gauche, vous les retrouvez dans des clubs comme le club des Gracques par exemple. Ce sont des gens, voilà, ce sont des gens de consensus, ce sont des gens du cercle de raison, dit Alain Minc. Et dès que vous vous écartez, que vous êtes critique par rapport à ça, et c'était le cas de tous les maires que j'ai rencontrés, tous les élus de base que j'ai rencontrés, on vous dit, ah ben vous êtes déjà populiste, hein, si vous êtes du côté du peuple, vous êtes populiste. Alors les choses sont... Et vous êtes dangereux, quand on dit populiste, on dit extrémiste, quand on dit extrémiste, on dit nazi ou stalinien, quoi. Je veux dire, c'est... Ce qui est intéressant, c'est ça c'est construit par les médias notamment. Est-ce que ces maires que vous avez rencontrés ont un avis particulier sur les médias? Il y a une certaine méfiance des médias. Oui. Il y a incontestablement une certaine méfiance des médias. Ils ne se rendent peut-être pas tous compte à quel point les médias les conditionnent. Mais ça existe. En revanche, ce qui est sûr, c'est que cette oligarchie a les médias à sa disposition et que ce sont ces médias qui créent des clivages, qui créent des clivages entre les gens raisonnables et les extrémistes, par exemple. Ça c'est très clair. Alors je me suis demandé, pour écrire ce livre, pourquoi et puis pourquoi il y a tant de sujets qui provoquent une profonde frustration, une certaine résignation aussi. Ils sont résignés à l'idée que les gouvernements ne cherchent plus à faire le bien, qu'ils ont l'impression d'être dans un pays de fous, gouverné par des fous, qui déraisonnent, mais ils se disent qu'ils ne peuvent plus y faire grand-chose. Alors pourquoi ce décalage qui est tout à fait extraordinaire? Alors j'ai essayé d'aller plus loin, et je regarde sujet par sujet, qu'est-ce qui ne va pas, de quoi les gens se plaignent? Eh bien pas de choses de fond qui seraient venues d'elles-mêmes, mais des conséquences des réformes qui ont été faites dans ce pays depuis 20, 30, 40 ans, ça dépend des sujets. Hein. Oui, en matière d'éducation nationale, ça commence immédiatement après la guerre. Ce sont ou disons dans les années 60, la rénovation pédagogique, hein, qui était du pipeau, qui est la cause de l'analphabétisme, du retour de l'analphabétisme de masse que nous avons. Vous avez le collège unique, hein, le collège unique. Vous pouvez rappeler ce que c'est le collège unique? Le collège unique, c'est cette idée folle que, pour avoir l'égalité, le but c'est l'égalité. Moi je suis pour l'égalité, bien entendu. Que si vous mettez tous les élèves du même âge, quel que soit leur niveau, dans la même classe, mais le fait d'être tous ensemble va faire qu'ils vont devenir égaux. Ils vont tous avoir progressivement le même niveau. Hein, c'est un petit peu comme l'Europe, quand vous disiez, vous mettez tous les pays, quelle que soit leur culture, leur tradition, leur niveau technique, vous les mettez tous ensemble dans la même monnaie, ils vont tous devenir égaux. Et bien, résultat. Hein, et c'est là que vous voyez, ce n'est même pas le nivellement par le bas, parce que les plus doués s'en tirent, ils ont des cours particuliers à côté, ceux qui s'en tirent pas, ce sont ceux qui sont les moins favorisés dans leur famille, bien souvent, ou les moins doués. Au départ, ce n'était pas une mauvaise idée, parce qu'il s'agissait de mélanger les classes sociales. Mais ensuite, ça a changé. On a complètement changé. On a dit on va mélanger les gens de niveaux différents à partir du moment où ils ont le même âge. On a supprimé les filières. Ça, c'est la réforme Abi de 1976 sous Giscard. Et ensuite, vous avez eu la loi Jospin en 1988 qui a dit maintenant il n'y aura même plus de redoublement. Il faut que tout le monde avance au pas au même rythme. Mais c'est idiot. C'est comme si je disais je prends une série de chiffres aléatoires, je vais tous les multiplier par 10. Et je vais donc les égaliser puisque je leur ai à tous appliqué la même opération. C'est ridicule. Le problème, c'est que quand vous regardez comment sont prises des décisions qui engagent gravement l'avenir des Français dans toute une série de domaines, et vous vous apercevez qu'il y a des raisonnements aussi simplistes, aussi absurdes que celui-là. Et les gens le sentent confusément. Et ceux qui raisonnent avec des logiques aussi absurdes, se croient plus intelligents que les autres. Ils croient aller dans le sens du progrès.
En fait, c'est l'idéologie, c'est ce qu'on appelle l'idéologie, parce que, au fond, l'Union soviétique, c'était ça. C'était, les gens ont dit, on supprime la propriété, tout le monde va être égal, et tout le monde va s'aimer comme des frères, puisqu'il n'y aura plus de cupidité, il n'y aura plus d'envie de posséder, etc. On a vu ce qui s'est passé, c'était la misère générale. Mais des raisonnements simplistes, appliqués à une réalité sociale qui est éminemment complexe, qui exige une approche diversifiée, en finesse, c'est ça qui est en train de se passer. Alors d'où viennent ces raisonnements simplistes? Bon, en matière d'éducation nationale, c'est plutôt des traditions de gauche. Mais dans d'autres domaines, c'est plutôt la droite. Par exemple, dans le grand patronat, il se dit tous les fonctionnaires sont des feignants. Bon, comme ça, on ne regarde pas de près. Je pense que c'est profondément faux, mais on le dit. On vous dit, on va voir ce qu'on va voir, il faut appliquer les méthodes du secteur privé au secteur public. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, les méthodes du secteur public, ça ne marche pas du tout comme le secteur privé. Donc si vous faites ça, bien, le résultat, c'est que vous arrivez à vous mettez en réalité beaucoup plus de désordre et vous avez une administration beaucoup plus coûteuse. Et la réforme de l'État dont on se gargarise depuis 5 ans, mais c'est ça. Alors elle a été votée, on dit aussi, il faut évaluer le travail des fonctionnaires. Les enseignants ont manifesté il n'y a pas très longtemps parce que contre l'idée qu'on les évalue. Alors, eh bien, cette évaluation, ils croient manifester contre Sarkozy, et je ne prendrai pas sa défense, mais ils ne savent pas que c'est une loi votée sur du temps de Jospin, qui a créé l'évaluation généralisée, ce qu'on appelle la LOLF, loi d'orientation, peu importe, c'est loi organique, ça n'a pas d'importance, c'est de la technique. Mais cette loi ne devait s'appliquer qu'en 2005, puis ça a eu du retard au démarrage, et s'appliquait en 2007. Évaluation générale. Pourquoi il ne faudrait pas évaluer alors les parce qu'il faut faire confiance, parce que ces critères d'évaluation sont tous artificiels. Moi qui suis un libéral, malgré tout, je crois que le seul critère d'évaluation, c'est le profit. Mais le profit, vous ne pouvez pas le mettre à l'éducation nationale, vous ne pouvez pas le mettre dans les hôpitaux, vous ne pouvez pas le mettre... On les note bien, les étudiants dans les écoles. Les élèves, dès le plus jeune âge, on les habitue à... Oui, parce qu'on pense qu'a priori, un élève ne va pas forcément travailler et faire ses devoirs, alors qu'en revanche, quelqu'un qui a passé des concours difficiles pour arriver à un certain métier, on peut présupposer qu'il sera quand même consciencieux, et on ne se trompe pas dans 80% des cas si on lui fait confiance. Et puis en plus, parce qu'on a des critères qui peuvent s'appliquer pour noter un devoir, pour noter un enseignant, c'est difficile, mais pour noter un gendarme, c'est beaucoup plus difficile. Je vous donne un exemple en réalité, c'est l'administration soviétique qui avait remplacé les critères du profit par des critères artificiels de toutes sortes. Et donc on a une soviétisation de l'administration française aujourd'hui à cause de ces idées fausses d'imitation du secteur privé. Je vous donne un exemple. Les gendarmes, vous mettez un radar qui intercepte 50 personnes dans l'après-midi. Statistique, 50 délits élucidés, puisqu'un excès de vitesse c'est un délit. Le même gendarme passe 20 jours à chercher le voleur d'une voiture. Et il le finit par le trouver. Ça fera un délit élucidé dans les statistiques. Et s'il ne le trouve pas, ça fera 0 délit élucidé, donc il sera peut-être sanctionné. Alors, pour vous dire à quel point les choses sont folles, c'est que ces gens qui dirigent le pays et qui ont ces idées courtes dans la tête sont incapables de se remettre en question. Non pas qu'ils n'écoutent pas, on dit ils n'écoutent pas, ils sont enfermés dans une bulle. Jean-François Kahn dit qu'ils sont dans une bulle, c'est vrai. Mais ils sont aussi dans une idéologie qui dit qu'ils ont raison, mais leurs idées sont tellement fantastiques qu'elles vont forcément rencontrer des résistances. Les résistances de l'archaïsme. Alors plus ils rencontrent de gens qui leur disent « ça va pas, ça marche pas, il faut revoir vos méthodes, etc. » plus ils se disent « je suis courageux parce que c'est normal que je rencontre des résistances ». Vous comprenez, je vous dis ça parce qu'il y a beaucoup de gens à la base qui se disent qu'ils ne nous écoutent pas, pourquoi ça se fait qu'ils ne nous écoutent pas? Parce que dans leur tête, dès qu'on leur dit le contraire, dès qu'on leur dit que ce qu'ils font est mauvais, ça les renforce dans leur idée qu'ils sont plus intelligents que les autres et qu'ils sont des agents du progrès. Alors je vous donne un exemple, vous prenez les Échos d'aujourd'hui, vous avez un grand article, une page entière, sur le malaise des hauts fonctionnaires. Le blues des hauts fonctionnaires, c'est tout à fait extraordinaire. Le blues des hauts fonctionnaires, on vous dit il y a un très grand malaise, ils ne sont pas d'accord face à toutes les réformes qui sont en train de se faire. Et
D'abord, on ignore, on ne dit pas que les petits fonctionnaires, c'est encore pire. Vous avez une démoralisation générale de la fonction publique française et aussi de grands services comme la SNCF, France Télécom, on a parlé des suicides qui se sont produits. Et c'est ça qui s'est passé depuis 5 ans, qui est très très grave. Quand je vous dis la grande démolition, c'est ça. Hein, c'est d'abord ça. Cette démolition des structures fortes sur lesquelles reposait le fonctionnement de l'État français, mais par-delà de la société française, et qui ont fait la richesse de la France, quoi qu'on dise, parce que s'il n'y avait pas eu d'intervention de l'État, nous n'aurions pas d'aéronautique, nous n'aurions pas d'espace, nous n'aurions pas de TGV, nous n'aurions pas de nucléaire, etc. Et, commentaire dans l'éditorial, on pourrait penser que puisqu'on a fait une grande enquête pour montrer combien les gens étaient malheureux, et comme l'éditorial vous dit, assigner aux fonctionnaires des objectifs dignes du secteur privé réclame qu'on leur donne le mode d'emploi pour y parvenir. Il faut leur donner des missions claires, et on dit aussi, sans doute fallait-il un électrochoc pour en finir avec l'immobilisme d'une administration arc-boutée sur ses prérogatives et peu regardante de son efficacité et de ses moyens. Ça, c'est complètement idiot de dire ça, parce que cette administration, elle était là pour exécuter des politiques. Si les politiques étaient folles et absurdes, eh bien, ils exécutaient des politiques folles et absurdes. Mais la responsabilité, ce sont les politiques qui le faisaient. Mais globalement, vous avez là le type de schéma qu'on n'a pas regardé de près. Hein, y avait-il de l'immobilisme? Y a-t-il eu de l'immobilisme? L'État français a promu le plus fantastique développement depuis la dernière guerre, depuis 1945, qu'on a eu dans le monde occidental. Il y a que les Japonais qui ont fait mieux, mais depuis ça va beaucoup plus mal. Alors, on n'aurait pas d'industrie en Europe s'il n'y avait pas eu cette forte impulsion de l'État français. Bon. Non, mais je vous explique la mécanique qui fait que les gens ne se remettent jamais en question, que non seulement, quand ils voient que ça ne va pas, ils veulent aller encore plus loin. Oui, je vous dis. Est-ce que, selon vous, il n'y a aucune bonne réforme qui ont été faites depuis 30 ans? Parce que votre thèse, si je la comprends bien, j'ai dit 20 ans. J'ai dit 20 ans pour y laisser le revenu minimum d'insertion. Ouais. Il est mal fait, il pourrait être beaucoup mieux fait, mais il fallait le faire. Je pense qu'il fallait le faire. Alors ensuite, j'évite les années Mitterrand, parce que là on a fait, ensuite on a défait, on a nationalisé, on a privatisé, et puis finalement on se retrouve au point de départ. Eh bien j'en cherche, figurez-vous. Ouais. Je pense que, quoi que disent certains syndicalistes, la réforme des retraites était nécessaire pour des raisons démographiques. Il ne s'agit pas de démanteler le modèle social français. Je suis plus attaché que quiconque au modèle social français. Mais on dit beaucoup d'âneries à ce sujet-là. Hein, parce que le modèle social français, il existait après la guerre. En 1950, il fonctionnait avec des dépenses publiques à 35%. Aujourd'hui, nous sommes à 55% de dépenses publiques. Hein. C'est pas le modèle social, c'est pas le Conseil national de la résistance qui a fait passer les dépenses publiques de 35% où elles étaient en 1950 à 55% où elles sont aujourd'hui. Ce sont des décisions très récentes. Bon. Ensuite, je connais une loi sur la recherche qui est passée relativement inaperçue, mais qui a été faite par des gens bien, sans publicité, sans souci de faire de la montre ou de la com. Généralement, plus il y a de com, plus c'est bâclé, plus c'est mauvais. Non, il n'y a pas beaucoup de bonnes réformes, parce que je suis persuadé que dans les gens qui les préparent, les gens qui décident, il y a quelque chose comme un virus dans le logiciel. Nous avons, et ça c'est ce que ressentent les gens de la base. Les gens de la base, je me souviens d'un maire rural qui me disait, là-haut, les Parisiens, pour un Parisien, c'était pas forcément, ça pouvait être le préfet, hein, ça pouvait pas forcément quelqu'un qui habitait Paris, mais on a l'impression que c'est eux qui sont fous, ou c'est moi qui suis fou. Donc ce sentiment de déraison, il existe. Hein, la décentralisation, selon vous, par exemple, c'est une mauvaise réforme? Alors le principe, je suis plus pour la décentralisation, parce que l'État, qui n'avait pas beaucoup d'attributions sous la Troisième République, avait accumulé des attributions de toutes sortes. Mais, tel que ça a été fait, il y avait plusieurs manières de faire la décentralisation. Alors, tel que ça a été fait, ça aboutit à des conséquences absurdes. C'est-à-dire qu'on a divisé tous les services, on a par exemple cassé, pour appliquer on est parti du principe qu'il fallait que chaque collectivité ait ses propres services dans tous les domaines où elle était compétente.
et comme elles étaient compétentes dans beaucoup de domaines, on a ainsi cassé la direction départementale de l'équipement, qui marchait très bien. Nous avions un corps des mines, un corps des ponts, et nous avions des directions départementales de l'équipement qui étaient modèles, qui ont assuré un réseau routier magnifique. En France, nous avons le plus beau réseau routier du monde. Enfin, si on regarde, si on ne se contente pas de regarder les autoroutes, si on s'en va dans l'État, aller chercher Parce que l'Allemagne est pas mal. les chemins départementaux. Oui, mais l'Allemagne, il y a 2 fois moins de monde il y a il y a davantage de population dans un espace plus restreint. Donc, alors que nous avons des territoires qui sont à moitié vides, et de plus en plus vides, hélas, parce qu'il y a aussi un abandon grave de la politique d'aménagement du territoire, mais vous avez quand même des routes qui sont entretenues, ça coûte cher, mais on le fait. Et puis derrière, vous avez eu toute la mécanique du corps des ponts, les directions départementales d'équipement, on les a cassées. Aujourd'hui, ça marche moins bien que ça ne marchait avant. On les a cassés au nom de la décentralisation. On aurait pu faire la décentralisation sans les casser. Et on a fait typiquement une mécanique idéologique, c'est-à-dire qu'on casse ce qui marche bien. Et c'est ça l'idéologie. Dès qu'il y a un vrai problème, on y porte par remède. Et des vrais problèmes, il y en a quelques-uns, on pourra en parler. Mais en revanche, quand vous avez quelque chose qui marche bien, on le casse au nom d'un principe abstrait. Et le principe abstrait, c'était que les routes à faire locales, donc il faut que les services de l'État soient tous coupés en deux pour que les collectivités locales en aient un morceau. Et donc on a cassé ces structures qui fonctionnaient plutôt bien. On aurait pu, par exemple, trouver d'autres systèmes, comme faire une grande agence routière dont se serait servi tantôt l'État, tantôt les régions, tantôt les collectivités locales. Mais ça, c'est trop compliqué, parce qu'il fallait un schéma simple purement juridique, avec une optique purement juridique. Et puis vous avez quand même l'explosion des dépenses locales, qui étaient autour de 3% du produit intérieur brut, et qui sont passées à 11% du produit intérieur brut. C'est pas tellement la décentralisation qui est critiquable, c'est la volonté de vouloir réduire à toute force, nous en avons déjà parlé, Jean Robin, je crois que nous avons fait déjà l'entretien à ce sujet, une idée folle, une idée fausse, idée folle, idée fausse. 36 000 communes, c'est archaïque, ça coûte cher. Pourquoi c'est archaïque? Est-ce que ça s'oppose au développement économique? Non. Est-ce que ça entraîne des dépenses supplémentaires? Bien au contraire, ces communes étaient gérées à l'économie. Vous savez pas ce que c'est qu'un maire Beauceron qui est propriétaire de la moitié de sa commune et qui dirige sa commune. Je peux vous assurer qu'il n'est pas dépensier. Ensuite... Ça, on peut renvoyer les gens à cette vidéo justement où vous aviez bien sûr, développé. Bien sûr. Mais sur ce sujet-là, en effet, on a, pour résoudre un problème qui ne se posait pas, inventé une usine à gaz qui coûte très cher, qui a entraîné le recrutement de 300 000 fonctionnaires. Alors, je vous écoute, oui. Finalement, là, vous dépeignez un tableau quand même assez noir. Est-ce qu'il y aurait une solution, parce qu'on ne peut pas, a priori, tout changer d'un coup, mais est-ce qu'il y aurait un levier, quelque chose, une sorte de verrou à faire sauter qui permettrait ensuite, avec un effet domino ou quoi, de remettre les choses dans le bon sens? J'en suis pas sûr. Je pense qu'il faudra casser une certaine logique. Alors je fais une proposition, un peu une provocation à la fin de mon livre, qui est de dire que si on veut vraiment que les choses aillent mieux, il faudrait abolir toutes les réformes qui ont été faites depuis 20 ans. Ah, carrément. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est ce qu'on a fait quand le communisme s'est effondré, on a aboli toutes les structures communistes. Donc plus de traité de Maastricht, on sort de l'Union européenne. Je reste sur les affaires intérieures. Enfin maintenant, je reste 80% sur les affaires intérieures. Des lois sont d'origine communautaire, oui. A priori. Mais oui, là il faut une reprise de pouvoir, parce que si l'Europe était vraiment fédérale, ça serait que 20% des voix. Mais là on n'est pas dans une logique fédérale, on est dans une logique centralisatrice. Bien entendu, je vous prends l'électricité. Nous avions EDF. EDF marchait très bien. Les prix les plus bas d'Europe, une exportation de 10% de notre production. Bon, il y avait évidemment peut-être quelques abus, mais enfin pas plus qu'ailleurs, et globalement des bénéfices, l'État faisait des bénéfices grâce à EDF, en fait toujours d'ailleurs. On a une directive européenne qui part d'un principe purement idéologique. Il faut casser ça pour avoir une libre concurrence systématique. Et le but, tenez-vous bien, c'est d'avoir libre concurrence, donc baisser les prix.
Alors on a cassé, on est en train de... télécommunications. Oui, pour les télécommunications, ça a marché. On a réussi à baisser les prix avec un appauvrissement du service. Par exemple, le 12, ça n'existe plus. Vous avez une dizaine de numéros qui... avec des gens qui ne comprennent rien. Internet, les informations sur Internet sont plus aussi fiables qu'elles étaient il y a 5 ou 10 ans. Il n'y a pas jaune. Sur l'électricité, mais justement, les pages jaunes, on pourra en parler, mais enfin, c'est un détail. Sur l'électricité, le but était de faire baisser les prix. Et qu'est-ce qu'ils font, les prix de l'électricité? Ils montent. Alors, on a appliqué un principe qui devait... C'est là que vous retrouvez une loi de tout le mauvais gouvernement, c'est l'effet contraire au but recherché. Quand Staline a supprimé la propriété paysanne pour faire des grands kolkhozes, le but c'était d'avoir une agriculture plus productive. Mais il a une agriculture moins productive. Alors qu'est-ce qu'on dit, les apparatchiks? On dit il faut recentraliser encore. Mais elle était encore moins productive. Et puis on a continué comme ça, jusqu'à ce que ça se casse. EDF a acheté des sociétés d'énergie à l'étranger. Ils auraient pu s'en passer quand même. Je ne suis pas favorable à ce... Ça a un peu énervé en effet certains pays étrangers de voir EDF qui disposait l'assise d'un monopole d'État, mais enfin, c'est un détail. En tous les cas, vous aviez quelque chose qui marchait bien, et que quand quelque chose qui marche bien, un homme politique doit d'abord ne pas y toucher. Vous comprenez, un homme politique, il doit apprendre, ou un homme de gouvernement, la première chose qu'il doit faire, c'est... il ne peut pas s'occuper de tout, c'est très compliqué, mais qu'il foute la paix à ce qui marche bien. Qu'il n'avait pas se mêler de ce qui marche bien pour le réformer. 36 000 communes avec des syndicats intercommunaux de toutes sortes, beaucoup de coopération, ça marchait bien. On a fait 4 lois pour les faire disparaître. On n'est pas encore arrivé, mais on continue. EDF, ça marchait bien. Directive européenne pour casser le monopole d'EDF d'électricité. Alors on fait un peu... Bon, EDF se défend, il résiste, mais enfin il résiste. N'empêche que les prix de l'électricité ont explosé, alors que le but c'était exactement l'inverse. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelquefois, je dirais, vaut mieux ne rien faire. Nous n'aurions rien fait depuis 20 ans dans ce pays. Eh bien, je peux vous dire qu'on aurait beaucoup moins de déficit. C'est là où le mieux à peu près. Ah oui, ça c'est sûr. Toutes les lois qui ont été votées depuis 20 ans entraînent des dépenses publiques supplémentaires. Donc déjà, vous pourriez faire des économies. On aurait pu faire des économies en ne bougeant pas tant de choses. D'autant qu'il y a une société... Il n'y a pas que l'État, il y a derrière une société civile, il y a des entreprises privées, etc., qui font bouger le pays. Et bien entendu, il était normal que l'État se dote d'appareils électroniques. Ils l'ont fait d'ailleurs, ils l'ont fait sans qu'on le leur dise. Mais il y a quelques secteurs clés où il faut faire des réformes, mais bien choisies, bien ciblées, et en étant sûr qu'on ne fera pas plus de mal que de bien. Mais il n'y en a pas beaucoup. Il y aurait lesquels, par exemple? Je pense que en matière d'économie d'énergie, on pourrait faire beaucoup mieux. On aurait une grande agence publique d'économie d'énergie. On saurait, les particuliers seraient mieux armés pour faire des économies d'énergie, parce qu'aujourd'hui, vous avez 10 personnes, 10 entreprises qui vous téléphonent par mois pour vous en proposer. Quand des représentants d'EDF viennent vous expliquer comment... j'ai rien contre EDF, j'aime beaucoup ces entreprises, mais en fait, c'est peut-être pas leur rôle de venir vous proposer de vous expliquer comment vous allez économiser de l'électricité. Il y a déjà la suspicion, vous comprenez? Donc, ensuite, vous avez des aigrefins qui prétendent experts et qui sont experts de rien. Vous avez un vaste cafouillage qui fait que les Français se méfient. Se méfient. En matière de création d'entreprise, nous n'avons jamais réussi à faire ce qu'ont fait les Américains, ce qu'on appelle la Small Business Administration, une grande agence de la création d'entreprise. La création d'entreprise, c'est quelque chose de fondamental, parce qu'à partir des petites entreprises, vous en avez des moyennes, et vous en avez des grandes, et malgré la création du statut d'auto-entrepreneur, mais qui ne concerne que des retraités, si vous enlevez le statut d'auto-entrepreneur qui est un petit peu artificiel, vous apercevez que nous avons beaucoup moins de créateurs d'entreprises que les autres pays d'Europe. Et là, il faut y apporter un remède. Bon, troisième grand problème, je viens de dire que
La plupart des réformes qui ont été faites sont mauvaises. Ne vous attendez pas à ce que je vous présente un catalogue de 50 réformes supplémentaires, mal réfléchies, etc. Je vous donne votre plus grande réforme, c'est d'annuler les réformes de 20 ans. Ah ben oui, n'hésitons pas à le dire comme ça. D'ailleurs, on le sait, en matière communale, vous rendriez la liberté aux communes, et ce serait la meilleure des choses à faire. En matière de pédagogie, vous supprimeriez les réformes pédagogiques qui ont été faites depuis 30 ans ou 40 ans, ça serait bien. D'ailleurs, il y a un ministre qui essaie de le faire dans la discrétion, c'est Gilles de Robien. Il est revenu sur le tronc commun, et il est revenu sur l'apprentissage de la méthode globale, il a fait 2 circulaires. Sarkozy arrive, Sarkozy annule ces 2 circulaires et revient à l'ancien système. Je crois qu'il ne connaissait rien à l'éducation nationale, mais le travail est à refaire. Alors, en matière de recherche, vous avez un drainage extraordinaire, mais ce n'est pas propre à la France, pour la recherche des talents vers le secteur privé. Autrement dit, vous avez de plus en plus de jeunes qui ont fait Polytechnique, qui sont très bons en mathématiques. Ils sont payés très très cher dans les banques pour faire des modèles mathématiques qui vont permettre de plumer une autre banque qui paie également très cher des mathématiciens qui font des modèles. Je préférerais que ces gens-là fassent des modèles mathématiques en matière de physique des particules, ou recherche fondamentale ou recherche appliquée. Or, il y en a de moins en moins. Et ça aussi, trouver des moyens d'inciter, faire une espèce de service, comme il y avait autrefois le service militaire, qui est une espèce de service de recherche. Ça aussi, ça a été abrogé, le service militaire. Vous le remettriez en place ? C'est une question très difficile. Personnellement, je regrette qu'il ait été abrogé parce qu'il était un facteur d'intégration. C'est effectivement une grande réforme qui a été faite depuis 30 ans. C'était un facteur d'intégration de la société, puisque vous trouviez à égalité des riches, des pauvres dans le même régiment, des gens d'origine immigrés, puis des gens d'origine indigène, si je puis dire. Vous aviez un brassage. Qui est d'ailleurs, il y a Ségolène Royal qui a proposé de rétablir un service civique, il y a des gens qui regrettent tout ça. Mais il ne faut pas se cacher les problèmes techniques que poserait le rétablissement du service national tel qu'il était. Voilà. Puis les militaires apparemment n'étaient pas vraiment pour qu'on remette le service militaire. Ça dépend lequel. Ça dépend lequel. Vous ne voulez pas redevenir nounou, parce qu'on a un peu l'impression d'être devenu nounou. C'est plus compliqué que ça. Ouais. C'est un sujet plus compliqué que ça. En tous les cas, nous avions un très bel instrument d'intégration nationale, et je ne crois pas que les problèmes d'intégration nationale se soient arrangés depuis. Je fais partie des gens qui regrettent cette réforme, mais je ne vois pas comment on pourrait, sauf à engager des dépenses considérables, et on n'a plus beaucoup d'argent, comme vous le savez, revenir dessus. Mais c'est une vraie question. C'est une vraie question. Je vous remercie de me l'avoir posée. Et justement, peut-être une dernière question pour conclure, mais il y a quelque chose qui revient. Vous avez parlé des fonctionnaires. Certaines comparaisons permettraient de dire qu'en Allemagne, ils ont 2 millions de fonctionnaires en moins qu'en France, à population égale, et que donc là, il y aurait une des sources une manière d'éponger nos dettes. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Alors, d'abord, les chiffres, c'est très difficile de connaître ces chiffres, parce qu'en Allemagne, on a les fonctionnaires avec un statut, ils sont moins nombreux, ça c'est sûr, avec un statut de fonctionnaire. Vous avez beaucoup plus de contractuels, est-ce qu'on compte les contractuels dans les statistiques ou pas, je ne sais pas. J'ai vu des chiffres hier qui allaient un petit peu dans ce sens, on disait qu'1 million de différence, pas 2 millions. On disait aussi qu'ils étaient moins payés. C'est vrai ou pas vrai, j'en sais rien. Donc il faut faire des comparaisons, on raconte un peu n'importe quoi sur le sujet. Maintenant, je pense qu'en effet, il faut cesser d'augmenter les effectifs de la fonction publique et même les faire baisser, pas beaucoup, en gardant le statut. Oui, je suis favorable, mais il ne faut pas le faire en continuant à compliquer les tâches d'administration. Parce qu'on a décidé de ne pas remplacer un fonctionnaire sur 2 partant à la retraite. Sur le principe, je ne suis pas contre, mais à condition qu'on simplifie les tâches d'administration. Au lieu de les simplifier, on les a compliquées. Et puis en plus, on a bouleversé les méthodes. Que dans le sens que je vous disais tout à l'heure, je crois que nous en avons parlé. Donc on a... Et puis on a refait les organigrammes, n'importe comment.
On a dit qu'il fallait regrouper. Alors vous avez par exemple l'inspecteur des lois sociales en agriculture, il y avait 25 services de l'État dans chaque département. Pourquoi pas 25? Puisqu'il y a quand même, c'est très compliqué. Chacun appliquait des textes. Ils n'avaient pas besoin de se voir. Chacun appliquait des textes. Et il fallait simplifier ces textes. Ça oui, mais on n'a pas fait, ou très peu. C'est ça qu'il faut commencer à faire, c'est simplifier les tâches, simplifier les textes, simplifier, y compris la réglementation européenne. Alors, faute d'avoir fait ça, quand on vous dit, on vous envoie des circulaires de plus en plus compliquées, des arrêtés, des décrets de plus en plus compliqués, qu'on vous dit qu'il va falloir supprimer du personnel, ça démoralise très gravement les gens. Hein. Tout ça est brouillon, tout ça est terriblement brouillon. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point on a une impression de cafouillage, on a l'impression qu'on a affaire à des gens incompétents. Gravement incompétents. Alors, je ne suis pas contre l'idée de réduire les dépenses publiques, et en particulier en essayant de réduire progressivement le nombre de fonctionnaires dans certains domaines, mais il faut aussi réduire leurs tâches, et Dieu sait que c'est possible, puisqu'elles n'ont cessé de se compliquer. Je peux encore vous donner d'autres exemples. La fusion de la NPE et les ACDIC. Les deux ensemble, ça faisait 40 000 emplois. Pour faire passer la pilule de la fusion, que personne n'avait demandé, on est allé à 50 000, on a rajouté 10 000. Et on les a tous mieux payés. Donc vous voyez un petit peu l'absurdité. Alors, vu de loin, on se dit, on fusionne, comme deux entreprises qui fusionnent, on va faire des économies. Mais là, c'est exactement le contraire. Et c'est partout pareil. Les policiers, par exemple, se plaignent d'une paperasse affligeante au niveau des gardes à vue. Bien sûr. Bien sûr. Et ça, c'est le résultat de décisions judiciaires que malheureusement, aussi un système judiciaire qui parfois est devenu un peu fou et qui ne se rend pas compte des conséquences bureaucratiques. Oui, c'est voté à l'Assemblée nationale, quoi. Pas tout. Certaines, oui. Parce que certains policiers dénoncent un lobby des avocats, notamment. Oui, bien sûr. Non, mais vous avez raison. Alors, sur cette réduction, la première tâche à faire, c'est d'essayer de simplifier tout ça. C'est de simplifier. Or, on s'aperçoit que simplifier, on réforme tout, mais on complique tout. Hein. On ne sait pas réformer sans compliquer aujourd'hui. Et pour les communes, c'est pareil. Les petites communes sont accablées de toutes sortes de tâches de plus en plus compliquées. Alors, et en même temps, on leur dit il faut vous regrouper, vous ne servez plus à rien. Ils ne comprennent pas. Qu'est-ce que vous voulez? Ils ne comprennent pas. Tout ça est finalement très à l'image de la stratégie de notre pays, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas. Oui. Mais il ne faut pas une stratégie avec 2 ou 3 idées simplistes. Il faut surtout des gens qui comprennent la complexité de la chose et qui aient du bon sens. Or, ça, on ne l'a plus. Hein. Il y a quelqu'un Jacques Calvé, qui avait présidé Peugeot, disait que nos sociétés étaient devenues tellement compliquées aujourd'hui qu'il y avait que très peu de personnes qui étaient capables d'avoir une appréhension globale. Alors, ceux qui sont au sommet, ils ont quelques schémas simples, généralement simplistes et faux, et ils vous appliquent ça, et ça provoque des dégâts tout à fait considérables. Je vous donne encore un dernier exemple sur la réduction du nombre des fonctionnaires. Nous avons 1 200 000 fonctionnaires à l'éducation nationale. 800 000 enseignants et 400 000 qui sont pas enseignants. C'est énorme, ça, on est d'accord là-dessus. C'est le 6e employeur au monde. Oui, mais à côté de ça, on vous dit que la France... dépense moins pour ses élèves que les États-Unis. Enfin, il y a des classements internationaux qui montrent que nous ne dépensons pas beaucoup plus par élève que les autres pays, même quelquefois moins, ça dépend des niveaux. Mais tout dépend comment on fait. Est-ce qu'au lieu de dire qu'on va réduire le nombre des enseignants, est-ce qu'on ne pourrait pas commencer par simplifier les procédures, la bureaucratie qui se trouve dans les lycées, dans les rectorats, dans les inspections d'académie? Moi qui étais père de famille, qui le suis toujours d'ailleurs, parent d'élèves, ils ne s'imaginent pas la bureaucratie qu'on impose aux parents d'élèves. Mais si on l'impose aux parents d'élèves, on l'impose aussi au sein de l'établissement. Il y a des papiers à remplir tout le temps, etc. Donc, premièrement, simplifier l'administration de l'éducation nationale au lieu de réduire le nombre des enseignants. Hein, mais simplifier, ça, c'est un mot qui est... qui n'est pas très français. C'est trop compliqué, les gens ne comprennent pas. Bien. Bon, merci beaucoup. Merci, on rappelle le titre de votre livre, donc La Grande Démolition, la France cassée par les réformes, aux éditions Buchet-Chastel. Buchet-Chastel, voilà, et qui se trouve normalement dans toutes les bonnes librairies, sinon on peut le commander. Merci.